Bonjour à tous et à tous et bienvenue à cette toute première conférence du cycle de conférences du parcours de la céramique 2023. Cette première conférence s'intitule Blanc d'étoile, porcelaine de Dewa, Deming, Ho-Ching et elle vous est présentée par Yang Sun Seng qui est chargé d'études et de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art, doctorant en histoire de l'art à Sorbonne Université où il a également réalisé son master. Ses études portent sur la porcelaine blanche de Chine et sa place dans les collections françaises. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Merci d'être venus et je veux en premier lieu adresser tous mes remerciements à Madame et Monsieur Béalu et à Monsieur Bertrand de Lavrenay, qui m'ont invité à cet événement exceptionnel. Et un grand merci également aux amis qui m'ont apporté leur soutien matériel pour cette présentation. C'est un grand plaisir de pouvoir partager ce moment de l'après-midi avec vous dans le cadre du parcours de la céramique des arts du faux et de vous présenter notre ouvrage collectif intitulé Blanc d'étoile, porcelaine de Dewa, Deming, Ho-Ching. Cet ouvrage qui comprend 130 illustrations a été publié en octobre dernier. Il s'agit d'une publication bilingue français-chinois élaborée par des chercheurs français, italiens et chinois, souhaitant offrir une diversité inédite de points de vue. Chaque œuvre a été étudiée sous plusieurs aspects iconographiques, typologiques et techniques. L'ensemble du catalogue offrira, on l'espère, comme un dictionnaire des points de repère aux amateurs. Si cet ouvrage est intitulé Blanc d'étoile, porcelaine de Dewa, Deming, Ho-Ching, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la porcelaine de Dewa, que les Français ont désigné blanc de Chine au XIXe siècle, se caractérise par sa blancheur et sa translucidité extrême. À la lumière du soleil, la pâte que l'on nomme pâte de riz glutineux laisse apparaître des étoiles. La pureté des matériaux de base et le processus de cuisson sont à l'origine de ces qualités exceptionnelles. Ensuite, les artisans de Dewa excellent dans la création de statuettes de divinités en porcelaine. Les habitants de la Chine ancienne croyaient que les divinités habitaient les étoiles. Enfin, depuis le XVIIe siècle, la majorité de la porcelaine de Dewa a été exportée vers l'Europe. C'est en se guidant, entre autres, grâce aux étoiles que les marins parvenaient à distinction. Cette porcelaine a non seulement contribué à l'histoire des échanges culturels et commerciaux, mais elle a aussi profondément influencé la fabrication de la porcelaine européenne. Dès qu'il a eu atteint l'Europe, le blanc de Chine est devenu une source d'inspiration pour les manufactures européennes comme celle de Meissen en Allemagne ou celle de Saint-Cloud ou de Vincennes en France. De nos jours, la porcelaine de Dewa est représentée dans de nombreux musées et collections tant en Chine que dans le monde. On la rencontre ainsi au musée du Palais à Beijing, au musée Guimet, au musée des arts décoratifs à Paris et dans l'ancienne collection du roi de Pologne et prince de Saxe, Auguste le Fort, à Dresde en Allemagne, ainsi que dans de nombreuses collections publiques et privées. Au préalable, il peut être nécessaire de fournir quelques repères. Le premier concerne la situation géographique de Dewa. Comme vous pouvez le constater, Dewa est un comté ou district situé dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine. Vous avez ici quelques photos du paysage de la ville, ce qui vous permettra d'avoir une idée plus précise de l'environnement dans lequel sont créées les porcelaines de Dewa. Le second repère concerne l'histoire de la fabrication de Dewa et sa production.
Il faut signaler que les fours de Deroy ont une longue histoire de production de porcelaine et ont créé une gamme variée de produits en céramique. C'est latons, Qingbai, c'est-à-dire un blanc bleuté, gris noir, bleu et blanc, 5 couleurs et d'autres types de polychrome. En réalité, la fabrication artisanale de porcelaine à Deroy s'est poursuivie sans interruption depuis le Xe siècle. Elle connaît aujourd'hui une renaissance grâce à des artistes qui perpétuent les thèmes traditionnels ou transcrivent leurs préoccupations artistiques actuelles grâce à ce matériau. Selon les récentes fouilles archéologiques, les fours de Liaotianjian, situés à la jonction du district de Deroy et de Yongchun, cuisent déjà du proto-céladon durant les dynasties Xia et Shang. L'art de la fabrication de la porcelaine à Deroy a commencé sous la dynastie Tang et s'est affiné sous les dynasties Song et Yuan. Il a atteint son apogée sous les dynasties Ming et Qing, puis a décliné à la fin de la dynastie Qing. Enfin, il connaît une renaissance avec la réforme économique chinoise à partir de 1978 jusqu'à nos jours. En 2019, nous avons organisé une exposition à la galerie 16 Digit, située à proximité de l'hôtel Duo, dont le but est de recréer l'environnement contemporain de création à Deroy, tout en mettant en lumière la spécificité de cette porcelaine, ainsi que ses perspectives de développement. Le troisième repère se réfère à la position des fours de Deroy dans l'histoire chinoise. Dans la Chine ancienne, les fours étaient classés comme civils ou officiels. Les fours de Deroy appartenaient plutôt à la première catégorie, mais des documents d'archives et des sources d'objets suggèrent que leur porcelaine de haute qualité a également été présentée à la cour impériale. Par exemple, un panneau de bois sculpté avec un édit impérial exposé dans un musée local témoignait de ce fait. L'édit stipule que l'empereur Qianlong a nommé un fonctionnaire pour superviser la production de porcelaine de Deroy, afin de sélectionner les meilleures pièces et de les présenter à la cour. Certaines porcelaines de Deroy se trouvent également dans les inventaires du département de la maison impériale. Une partie d'entre elles est encore exposée aujourd'hui dans le grand hôtel bouddhique de la cité interdite. Vous avez un exemple sur le diaporama. Dans cette présentation, je vais tout d'abord expliquer les circonstances et les objectifs qui ont conduit à ce projet de publication. Par la suite, nous examinerons ensemble quelques pièces reproduites dans cet ouvrage afin de mettre en lumière certaines questions spécifiques qui persistent dans les études de porcelaine de Deroy. Le contenu principal de cet ouvrage repose sur la collection de Shu Qinghe, qui fait désormais partie du musée d'art Shu Qinghe. Ainsi, où se trouve ce musée, qui est Shu Qinghe, et pourquoi cette collection doit-elle retenir notre attention? Ce projet a en fait pris naissance de manière fortuite lors d'une visite à Deroy. Permettez-moi de vous en faire le récit. Durant l'été 2019, j'ai eu la chance d'être accompagné par Xu Xianzhong, maître national de la céramique et créateur de l'œuvre papier, lors d'une visite au musée d'art Shu Qinghe, guidé par son directeur Xu Youde. Le musée d'art Shu Qinghe a été fondé en 2011 par Xu Qinghe, père de Xu Youde, et a ouvert ses portes au public en 2015. Ce musée a pour l'origine l'atelier du jade
premier institut privé de recherche sur la technique de la céramique de la province du Fujian, fondé par Shu Qinghe en 1986 à Dehua. Personnage doté d'une connaissance encyclopédique dans le domaine de la céramique, Shu Qinghe est l'auteur de nombreuses réalisations. Dès l'âge de 15 ans, il a commencé à apprendre la technique de fabrication de la porcelaine auprès de Shu Qingming, un maître local de sculpture en porcelaine. Ensuite, il a travaillé en tant que technicien dans de nombreuses usines de céramique dans la province du Fujian, principalement comme responsable de l'innovation et du développement de la production. À la fin du XXe siècle, il a développé avec succès de nouvelles formules de couvertes, telles le blanc du jade à teintes rosées. L'argile dont est faite la porcelaine de Dehua est donc plus molle que celle de Jingdezhen. Il est extrêmement difficile de fabriquer une grande pièce de plus d'1 mètre de haut. Néanmoins, aujourd'hui, sur la place de la capitale porcelainière qu'est Dehua, s'élève une guanyin traversant la mer en porcelaine de près de 6 mètres de haut. Vous avez des photos ici. Beson Sistron. Cette statue monumentale très difficile à réaliser a été créée par Shu Qinghe entre 2007 et 2009. Je voudrais par ailleurs vous présenter une statuette qu'il a réalisée, véritablement impressionnante, comme l'a remarqué Claire Delehy, conservatrice au musée Guimet, qui décrit cette œuvre comme un sentiment d'envol de la matière qu'il a traduit à sa manière dans les années 1970 dans sa statuette intitulée Le roi des singes. Tout en explorant la voie de l'innovation dans la céramique artisanale, Shu Qinghe a également fait la collecte d'un grand nombre de porcelaines anciennes de Dehua. Pour lui, ces pièces ne sont pas uniquement des biens culturels. Elles témoignent aussi de la vitalité de la création artistique. Il acquit également de nombreuses porcelaines bleues et blancs de Dehua ornées de riches motifs afin de fournir des modèles aux ouvriers des usines de céramique. Sa conception du patrimoine, la préservation et de la réutilisation des objets culturels et historiques était très novatrice en Chine pour son époque. Malheureusement, Shu Qinghe est décédé subitement en 2012 et n'a pas eu la chance de voir la réalisation de son musée en 2015. Le musée conserve plus de 1000 pièces anciennes de Dehua, en majorité des porcelaines blanches, mais également des bleus et blancs. Cette collection couvre la production d'une très large période, allant de la dynastie des Song jusqu'à la République de Chine, c'est-à-dire à partir du Xe siècle jusqu'à 1949. On y trouve des kendi, récipients très populaires en Asie du Sud-Est sous les Song et Yuan, et un brûle parfum dit de Marco Polo, et des coupes à fleurs de Purunus, très appréciées par les lettrés chinois et les Européens. On peut aussi y admirer des statuettes religieuses réalisées par des maîtres anciens, He Chaozhong, Shu Xuejin et Xu Youyi, etc. Cette importante collection est le fruit de près de 50 ans de collecte de Shu Qinghe. Les provenances des œuvres sont très diverses. Vente aux enchères, galeries d'antiquités, collections privées et étals populaires. Par sa richesse et sa qualité, la collection soutient la comparaison avec celle de n'importe quel musée d'envergure internationale. Le parcours de Shu Qinghe figure de l'histoire moderne de la porcelaine de Dehua,
témoigner quant à lui d'une trajectoire originale s'inspirant du passé pour offrir un nouvel avenir à l'industrie porcelainière de la ville. Jusqu'à présent, la collection de Shuxinghe demeure très peu connue et le musée n'a pas encore publié de catalogue avant de notre ouvrage. C'est ce qui a motivé notre démarche. En plus, personnellement, ma thèse porte sur la porcelaine blanche de Roi, sa présence dans les collections françaises, les modalités de sa production, sa diffusion et sa réception en Europe. Les résultats de mes recherches contribueront à fournir un panorama plus large et complet sur cette production, et cet ouvrage m'a fourni une occasion d'examiner des objets, ce qui permet donc de compléter mes études doctorales. La bibliographie déjà existante sur les blancs de Chine est importante et comprend des catalogues de qualité, notamment les monographies blancs de Chine, Porcelain of the Roi in Fuqing de Patrick G. Donnelly, publié en 1969, Blanc de Chine, Porcelain Blanc de Roi, édité par John Eyre et Currose, publié en 2002, et aussi deux grands volumes intitulés Collection de porcelaine de Roi du musée du Palais impérial, publié en 2016. Le présent ouvrage entend contribuer à la protection des biens culturels et au recensement des objets historiques que les scientifiques chinois appellent de leur vœu, tout en souhaitant y inclure les collections privées. Malgré leur importance, celles-ci sont précaires de par leur statut. Il est donc urgent de les répertorier. Nous avons ainsi sélectionné près de 80 objets représentatifs du musée d'art de Shuxinghe, y compris certaines pièces du musée de la céramique de Deroi et du musée du Palais à Beijing, majoritairement des blancs de Chine, mais aussi des bleus et blancs. Au cours de mes propres recherches, j'ai par ailleurs découvert que de nombreux musées et maisons de vente aux enchères attribuaient souvent au XVIIe et XVIIIe siècle des blancs de Chine, datant en réalité de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Ainsi, ce catalogue se concentre sur la sélection d'une vingtaine de blancs de Chine au long du XXe siècle, afin de permettre aux amateurs d'approfondir leur connaissance sur le style et les techniques de sculpture de la porcelaine de Deroi de cette époque, et compléter les catalogues existants. Ce catalogue donne par ailleurs toute la place qu'elle mérite à la production des blancs de bleus et blancs de Deroi, qui restent méconnus du public. En effet, nombre d'articles rédigés par des experts chinois et offrant de nouvelles visions sur la porcelaine de Deroi ne sont pas connus dans les siècles occidentaux. Afin de compléter ce manque, on a donc invité des chercheurs de différentes origines et traduit des études récentes de chercheurs chinois sur les blancs de Chine. Par exemple, l'article de Shun Yue, conservateur et chercheur au musée du Palais à Beijing, permet d'établir le lien entre la marque Shunjiang Shanren, visible sur une série de statuettes de Deroi, et dans l'homme de lettres connu sous le nom de Sun Chunyu, active à la seconde moitié du XVIIe siècle, et dont la stèle funéraire a été retrouvée. L'archéologue Chen Lifang, qui est également directrice du musée de la céramique de Deroi, essaye quant à elle de retracer l'histoire de la production et de la circulation des bleus et blancs de Deroi, en se basant sur des fouilles archéologiques, des restes et sous-marines. Elle propose également une synthèse sur les techniques de production et les motifs caractéristiques de ce type de porcelaine. Par ailleurs, l'article sur un service réticulé
chinois rédigé par Antoine Dalbis, comme vous le connaissez déjà très bien, ancien chimiste en chef de la manufacture de Sèvres et grand spécialiste de la porcelaine européenne, révèle le contexte historique du goût soudain pour cette porcelaine probablement produite à Deroy et ses imitations à la manufacture royale de Sèvres. Il nous fournit même une explication très éclairée. Celles-ci n'ayant jamais été apportées en Chine sur le procédé de la fabrication de cette coupe. Et je vous laisserai les découvrir en feuilletant l'ouvrage. Maintenant, je vous invite à examiner ensemble quelques pièces issues des fours de Deroy reproduites dans cet ouvrage. Le premier exemple est une coupe en forme de corne de rhinocéros, une forme très classique de la porcelaine de blanc de Chine, est une production fréquente aussi bien au marché intérieur qu'international. Ce type de coupe présente un paroi fortement évasé jusqu'à l'ouverture, où les rebords reprennent la forme d'un lotus. La paroi est décorée de deux scènes. L'une montre souvent deux dragons, l'autre un pharaon. Ces deux scènes sont reliées par des branches de Pocunus ou de pin. Le décor s'enrichit d'éléments moulés et appliqués, de motifs floraux ou zoomorphes en relief accentué. L'iconographie taoïste, les animaux tels les dragons, les tigres, les cerfs, etc., ainsi que les branches de Pocunus étaient les plus représentées. Dans sa première monographie, Donnelly affirme que l'on ne trouve pas de personnages dans ce type de production. Cependant, quelques pièces conservées au musée Guimet suggèrent d'actualiser cette vision. Selon les motifs, la partie supérieure de la coupe désignait le ciel, tandis que la partie inférieure symbolise l'eau ou la terre. Il existe aussi d'autres combinaisons de motifs de bon augure, tels la carpe et le dragon, qui augurent une réussite au concours impériaux. L'origine de la forme de cet objet reste toutefois inconnue. Rappelons la coupe en corne de rhinocéros. On la dénomme coupe inspirée de la coupe en corne de rhinocéros ou coupe en forme de corne de rhinocéros. C'est un peu lourd. La sculpture en corne de rhinocéros est une tradition chinoise. Par exemple, un exemple rare fabriqué pendant la dynastie Tang, vers le Xe siècle, se trouve dans le bâtiment du trésor de Todaiji, littéralement grand temple de l'Est, à Nara au Japon. Cependant, ce matériau étant fort précieux, la plus grande partie était importée en Chine uniquement en vue de fabriquer des médicaments. L'ouvrage de Cao Zhao, intitulé Appréciation des objets antiques, rédigé en 1388, en témoignait. Les cornes de rhinocéros proviennent du sud, de l'ouest et de la province du Yunnan. Elles peuvent être destinées aux médicaments. Pour réaliser des objets en corne de rhinocéros, une corne de belle forme et de bonne qualité, ainsi qu'une technique de sculpture maîtrisée sont exigées. Selon la médecine traditionnelle chinoise, la corne de rhinocéros a pour fonction de rafraîchir et d'éliminer la toxicité. Cette représentation en porcelaine était donc pourvue d'un usage imaginaire. En réalité, les Chinois se mirent à fabriquer des coupes en corne de rhinocéros sous la dynastie Ming, tendance suscitée par Zheng He, qui en a rapporté un grand nombre de ses expéditions entre 1405 et 1433. Contrairement
aux Européens de la même époque, les Chinois ne considéraient pas la porcelaine comme un objet de luxe. Les artisans d'alors fabriquaient des porcelaines imitant des objets précieux, tels des bronzes et des jades, possible raison pour laquelle la forme en corne de rhinocéros a été reprise par les artisans des fours de Deroy. Comme les coupes ont véritable corne, la production de Deroy adopte deux types de formes, dites levées et couchées. La forme levée est la plus courante. Parfois, sur les coupes de Deroy, on trouve des incisions faites après cuisson, soit sur la paroi, soit sur la base. Par exemple, l'inscription de maison Wang, Wangzai en chinois, évoque probablement que cette coupe a été commandée et utilisée spécifiquement par la famille Wang. On note aussi que la paroi de cette série de production tend à s'amincir. Enfin, sur certaines coupes de forme de coucher, l'inscription d'un poème nous indique qu'elles étaient dédiées à un événement important comme un mariage. Le charme de cette coupe n'a pas attiré seulement le regard des lettrés chinois, mais a touché également l'art de la table européen. Un moule donne au récipient sa forme caractéristique et de nombreux motifs sont moulés eux aussi, prêts à être appliqués rapidement sur les parois pour satisfaire le goût des Européens. Cela nous renseigne sur la présence de cette production dans les échanges commerciaux à partir du XVIIe siècle. Par exemple, une pièce inspirée de la corne de la coupe en corne de rhinocéros figure dans un tableau réalisé en 1750 par le peintre français Jacques-André Joseph Abde. Posée sur la cheminée, cette coupe illustre le bonheur de Madame Bourillon. Par la suite, le deuxième exemple que je souhaite partager est un instrument traditionnel chinois en blanc de Chine, la xiao. Variante de la flûte, la xiao est un instrument traditionnel chinois. Elles sont généralement réalisées en bambou, mais on en trouve aussi en jade ou en bronze. Les flûtes en porcelaine sont rares. Cette flûte en monochrome blanc de Deroy, qui reprend la forme de celle en bambou, est pourvue de 5 trous et d'un trou ici. Elle n'est pas uniquement destinée à décorer, on peut aussi en jouer. Le son produit par une flûte en blanc de Chine est comparable à celui d'une flûte en bambou. En raison de la mollesse de la pâte, elle est extrêmement compliquée de réaliser une flûte de près de 60 cm. Le journal de mine du fonctionnaire Zhou Liangong, datant du début de la dynastie Qing au XVIIe siècle, en témoignait. La flûte de Deroy possède une couverte blanche translucide. Sa forme est élégante. La cuisson d'une telle flûte est si délicate qu'il faut parfois jusqu'à une centaine d'essais avant d'obtenir un bon résultat. La musique jouée par ce type de flûte est plus touchante que celle de la flûte en bambou. L'auteur apprécie la flûte de Deroy et pense qu'elle peut se comparer aux instruments légendaires humains et chrétiens. La qualité de cette flûte était digne de Li Mu, sachant que Li Mu était un talentueux joueur de flûte de l'époque des Song. D'après le parcours professionnel de ce fonctionnaire, Zhou Liangong, arrivé dans la province du Fujian en 1647 et s'occupant des affaires de Quanzhou depuis 1653, ce type de flûte devait être déjà produit
à la fin de la dynastie Ming et au début de la dynastie Qing. En réalité, jusqu'à présent, les artisans locaux continuent à essayer de produire les mêmes types de flûtes de temps en temps. Vous avez un exemple de la flûte Xiao qui est présentée dans le musée d'art Shuqinghe. Et voici une vidéo dans laquelle un musicien joue de la musique avec ce type de flûte. Donc, attardons-nous maintenant à des statuettes de rois. Lorsqu'on aborde la sculpture de rois, il est difficile de contourner un maître actif sous la dynastie Ming. Cet ouvrage présente des statuettes portant la marque He Chaozhong, une guanine debout sur des nuages de bon augure et une guanine donneuse d'enfants. La première, donnée en 2007 au musée de la céramique de Dehuai, figure dans l'exposition permanente. La seconde est toujours conservée au musée d'art Shuqinghe. He Chaozhong est l'un des rares artisans de Dehuai dont on trouve la trace dans l'histoire officielle. Dans la monographie de la préfecture de Quanzhou, datant du milieu du XVIIIe siècle, le troisième volume portant sur les arts des Ming indique à son sujet He Chaozhong. Certains disaient qu'ils étaient originaires de la ville de Dehuai. Ils maîtrisaient le modelage des statuettes en porcelaine. Ces statuettes bouddhiques sont considérées comme un trésor, transmises de génération en génération. D'après l'arbre généalogique de la famille He, cet artisan devait être actif entre 1522 et 1620. De nos jours, ces œuvres sont présentes dans des institutions de renommée mondiale comme le Musée national des arts asiatiques Guimet, le British Museum et le Museum of Fine Arts à Boston. Grâce à des archives du département de la Maison impériale, ce qu'on a déjà vu précédemment, elles ont été les œuvres de He Chaozhong étaient déjà très appréciées par la cour impériale. Elles ont été produites à des fins culturelles et religieuses et jouaient un rôle important. Comme évoqué, trois guanines de Dehuai de cet artisan ont été soigneusement placées dans le grand hôtel bouddhique à la cité interdite et sont devenues des idoles pour l'impératrice Xiaozong, fidèle bouddhiste. La souplesse et la fermeté de la lignée des vêtements de statuettes de He Chaozhong sont assez étonnantes. L'artisan accomplit ici une performance qui le rend égal au peintre. En effet, ceci cherchait à rendre un mouvement tel que le vêtement volant comme s'il y avait du vent, ou le vêtement donnant l'impression que le sujet vient de l'eau. Et vous avez ici une très courte vidéo qui montre un peu le processus de la réalisation. En fait, c'est principalement le traitement parfait du visage de la divinité que les artisans qui l'ont suivi n'ont pas pu atteindre. Comme évoqué précédemment, la pâte de Dehuai est donc trop molle pour permettre de réaliser des pièces de grande taille. Les statuettes mesurent généralement une trentaine de centimètres de haut. Cependant, cette guanine atteint une hauteur
de 49 cm, ce qui est singulier pour l'époque. Elle n'a pas été fabriquée dans un moule, mais à partir d'un morceau de bois autour duquel l'artisan a agrégé des couches successives de pâte. Une fois le modèle idéal obtenu, le morceau de bois est retiré avant la cuisson. Nous allons présenter deux autres statuettes issues de différents auteurs et époques pour essayer d'observer légèrement la tendance générale qui présente le même thème de création. Il existe aussi une statuette sur le même thème portant la marque garée Shunjiangshan Ren et la marque ronde Chunyu. Selon les études de Sun Yue, cette statuette a dû être fabriquée par Sun Chunyu, qui a vécu entre 1627 et 1607. La forme et la lignée des vêtements reprennent celle de la statuette de He Chaozhong, mais les nuages sont plus abstraits et ne restituent pas le même relief. Une autre Guanyin a été réalisée par Xu Youyi, un maître connu au long du XXe siècle. L'accumulation de nuages est spectaculaire. Les proportions du corps créaient une silhouette plus longue. La lignée du vêtement est plus compacte. À cette époque-là, la couverte vert bleuté qui apparaît à la surface de la statuette est due à l'utilisation d'une pâte à haute teneur en fer cuite en réduction. Revenons-nous maintenant à une autre Guanyin de He Chaozhong qui présente le thème Guanyin donneuse d'enfants. La naissance du thème de Guanyin donneuse d'enfants a souvent été considérée au XVIe et XVIIe siècle comme liée à l'influence des représentations de la Vierge à l'enfant. Cependant, ce thème existait déjà bien avant. Pour exemple, une statue en pierre fabriquée en 603, aujourd'hui conservée au musée de Longxian dans la province du Shanxi. Selon l'important ouvrage bouddhique intitulé Sutra du Lotus, très populaire en Chine, si des femmes veulent un garçon, en rendant hommage à Guanyin, elles en auront un intelligent. Si elles veulent une fille, elles en auront une admirable. À partir du XIVe siècle, le thème de Guanyin donneuse d'enfants est très prisé. La statue présentée ici est assise en position de lotus et enlace un garçon qui tient une branche de lotus. Le lotus, lian en chinois, est homorphone de lian, qui peut signifier plusieurs ou successivement. Le geste de ce garçon donc symbolise le fait que la mère aura plusieurs enfants. Pour terminer cette présentation, nous allons découvrir ensemble de pièces des bleus et blonds provenant des fours de Dehua. Le bleu et blond de Dehua est né dans la seconde moitié de la dynastie Ming au XVIe siècle, comme l'atteste de stèles datant du XVIe siècle. Ce type de production n'était pas courant à l'époque. Les artisans de Dehua étant plutôt spécialisés dans la porcelaine blanche, alors très appréciée sur le marché. Bien que les bleus et blonds fussent destinés à l'exportation, ils ne réclamaient pas une pâte de haute qualité. Les fours de Zhangzhou, comme vous pouvez voir ici c'est le four de Dehua. Donc les fours de Zhangzhou, situés à proximité des ports, produisaient énormément de bleu et blanc. Vous avez un exemple. On dit aussi de type CAC.
et dominaient le marché. Les fours de Dewa pouvaient difficilement faire face à cette concurrence. Mais à la fin de la dynastie Ming, le déclin des fours de Jingdezhen a provoqué un déplacement des artisans vers le sud. Ceux-ci sont ainsi apportés probablement à Dewa leur savoir-faire dans la fabrication des bleus et blonds. Par la suite, une série de mesures politiques imposées aux activités maritimes au début de la dynastie Qing dans la seconde moitié du XVIIe siècle a accéléré le déclin des ports de Zhangzhou. À la même époque, selon les archives régionales, la production de porcelaine blanche à Dewa a souffert de la dégradation des matières premières et d'autres éléments, et sa qualité n'a plus atteint son niveau d'antan. Avec la réouverture des ports ici à Quanzhou et ici à Xiamen, les artisans locaux ont dû alors chercher une solution à ce problème. Les bleus et blonds, qui étaient très appréciés par le marché extérieur, ont ainsi attiré leur attention. C'est probablement dans un tel contexte que les bleus et blonds de Dewa se sont développés. Il y existait au moins 177 fours dédiés à la fabrication de ce type de porcelaine. Récemment, la découverte de nombreuses épaves coulées au XIXe siècle, pendant la seconde moitié de la dynastie Qing, comme celle du Texing, a mis en évidence une forte présence de bleus et blonds de Dewa. Cela prouve son importance dans le développement économique local. On a un exemple, le poème artisan des fours de Zheng Jianchai, donc fonctionnaire du district de Dewa, en témoignait également. Une fois arrivés les navires volant d'autres pays, la valeur de la porcelaine augmentera. Revenons-nous au décor des bleus et blonds de Dewa. Les motifs floraux et végétaux sont les plus courants, en particulier ceux combinant lotus et pivoine, ainsi que le chrysanthème. Populaire pendant les dynasties Ming et Qing, le décor au hanso appelle aussi la vignette de longévité de Diminon, a été développé au travers du motif du chèvrefeuille. La bordure de la première assiette est décorée de 5 fleurs de pivoine entourées de branches enchevêtrées formant des doubles S. L'artisan a conservé un espace de réserve entre ce motif et celui du centre, occupé par une fleur de pivoine stylisée, allégorie de la richesse et du bonheur, pouvant évoquer l'aspect d'une vague. On peut trouver cette composition dans la plupart des assiettes bleues et blondes de Dewa. La deuxième assiette est décorée de fleurs de chrysanthème. Ce dernier, symbole de noblesse morale, indifférente à la gloire comme à la fortune, et en Chine l'un des 4 gentilshommes. Les autres sont le prunier, l'orchidée et le bambou. Tao Yuanming, poète renommé actif entre d'environ 365 et 427, se prend pour un chrysanthème dans l'un de ses poèmes. Généralement représenté de manière réaliste dans la porcelaine, les fleurs sont ici très stylisées, presque abstraites, tandis que les branches du lotus sont rendues par une lignée sinueuse. L'envers est entouré de 3 motifs xian, ce sont des cercles de rond, et décoré de 3 fleurs réparties de manière équilibrée. La pâte de la couverte de ces 2 bleus et blonds sont fines, et la marque Yueji est inscrite au dos.
Cette assiette a dû être cuite dans les fours Yuezhi dans le bourg de Sanbana de Hua. Il faut toutefois signaler que ces motifs ne sont pas uniquement présents sur les bleus et blondes de Hua. Nous les retrouvons dans la plupart des productions des fours du Fujian, du Guangdong et de Jingdezhen. Vous avez un exemple sur le diaporama. Du coup, notre question est comment les distinguer? Selon les études d'archéologues chinois Xu Benzhang et Chen Jianzhong, le motif qui ressemble à un ver de terre en mouvement est spécifique à Dehua. Il s'agit en réalité de la rétraction de la couverte sur la partie où les pigments se sont accumulés. Je vous donne un fragment par lequel vous pouvez bien constater un tel motif. Cependant, en fait, ce type de décor existe aussi dans certains fours régionaux comme ceux de Zhangzhou. Donc, pour identifier le bleu et blond de Dehua, il faut avant tout se tourner vers l'essentiel, la pâte. Grâce à son excellente qualité, la porcelaine de Dehua est plus translucide et plus blanche que celle issue des autres fours. Voici c'est un exemple de Dehua. Et ça, c'est une assiette provenant dans notre four à Jingdezhen, probablement. Par ailleurs, la pâte de Dehua était plus molle, ce qui la rend facilement déformable à la cuisson. Donc, pour éviter l'affaissement de la pièce, les parois des pièces de Dehua sont plus épaisses. Le pied est relativement haut. Une face caractéristique pisongante associée à la singularité de la couverte de Dehua. Ces bleus et blonds sont facilement identifiables. À travers ces quelques exemples, j'ai voulu vous montrer la diversité et de la richesse des œuvres de la collection Shu Qinghe et notamment de la production de Dehua. Et peut-être vous donner envie d'en découvrir davantage. La réalisation de cet ouvrage a duré près de 3 ans, en fait. Il s'agit d'un travail collectif, fruit d'une collaboration entre plusieurs spécialistes, devenus ensuite des amis. Sans l'aide et les conseils précieux de mon entourage, cet ouvrage n'aurait pas pu voir le jour. Donc, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour leur renouveler tous mes remerciements. L'ouvrage témoignait des raisons acquises de la recherche, mais aussi des limites de nos connaissances. La datation des blancs de Chine est l'une des plus grandes difficultés auxquelles nous restons confrontés. En réalité, les textes anciens chinois évoquant ce sujet sont rares. De plus, les artisans de Dehua utilisent encore de nos jours les mêmes motifs, alors en vogue sous la dynastie Ming à partir du XIVe siècle. Hormis pour certains objets de forme typique ou pour les pièces datées, nous avons donc proposé une fourchette chronologique assez large. Et malheureusement, certaines coquilles ont échappé à notre regard attentif. Nous espérons pouvoir améliorer ces points dans un avenir proche. Je vous remercie, mesdames, messieurs, de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions si jamais vous avez des questions. Merci.